prison de haute sécurité pour les narcotrafiquants, expulsion des détenus étrangers, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, multiplie les annonces de réforme du système carcéral qui traverse une crise sans précédent. Mais comment en est-on arrivé là et les solutions avancées peuvent-elles être durables ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Prison à la peine, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 1, des établissements surpeuplés. Une promenade par jour, 1 heure seulement dans une cour de 25 mètres carrés. À Nice, dans cette maison d'arrêt, ils sont 900 pour 280 places. Ils sont 4, parfois 5, dans une cellule prévue pour 1 ou 2 personnes. Ce reportage à la maison d'arrêt de Nice, chers auditeurs, ne date pas de cette semaine, ni de quelques mois, ni même de l'année dernière. Il a été tourné en 1987. Près de 40 ans en arrière, le sujet de la surpopulation carcérale en France faisait déjà la une des journaux. Et malgré les différents plans de construction annoncés par les politiques, la musique est toujours la même, par exemple en 1994. La surpopulation carcérale, le mal chronique des prisons françaises. En 87, Albin Chalandon créait déjà 13 000 places supplémentaires pour désengorger les prisons. 7 ans plus tard, constat d'échec. Ici, taux d'occupation de 170% à Fresnes. On compte 1 surveillant pour 100 détenus. Chaque année, de nouveaux records de surpopulation continuent à être battus. 101% de densité carcérale en 2002, 115 en 2015 et jusqu'à plus de 130 aujourd'hui. Dans ce contexte, les rapports annuels du contrôleur général des lieux de privation de liberté se suivent et se ressemblent. Je suis contrôleur général depuis 3 ans. Ça fait 10 ans que le contrôle général et puis d'autres associations dénoncent ce fléau de la surpopulation carcérale. C'est quand même triste, mais moi j'en suis à souhaiter que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour surpopulation carcérale pour qu'on fasse quelque chose. Les discours ne changent pas et le problème de la surpopulation dans les prisons françaises semble insoluble. Mais comment expliquer ces échecs successifs et pourrait-on enfin y trouver des réponses ? Pour nous accompagner durant toute cette série, je reçois en studio Céline Delbecq, journaliste au service Société de l'Express, qui suit les questions liées aux prisons. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. Céline, comme on l'a vu en introduction, la surpopulation dans les prisons françaises, c'est donc une problématique ancienne. Absolument, mais aujourd'hui, on atteint des niveaux inédits. Il faut bien se rendre compte qu'au 1er mai 2025, on comptait précisément 83 681 personnes détenues dans les prisons françaises pour 62 570 places. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on dépasse les 133% de densité carcérale moyenne dans les établissements français, contre 125% il y a 1 an. Et il y a même plusieurs établissements, on en compte 23 dans les chiffres de la justice de mai 2025, qui dépassent les 200% de densité carcérale. Ça veut dire que 5 234 détenus dormaient sur un matelas au sol au 1er mai dernier. En Europe, la France est donc parmi les plus mauvais élèves. Les chiffres de 2023, selon Eurostat, montrent qu'on est le 2e pays avec le plus gros taux de remplissage en Europe, après Chypre. Mais comment on explique que la situation continue d'empirer alors que le sujet n'est pas nouveau et qu'on entend régulièrement les politiques annoncer de nouvelles places de prison ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, on a effectivement augmenté les places de prison, c'est important de le dire. Il y a une augmentation de 66% des places entre 1990 et 2023. On est passé de 36 000 à 61 000 places. Mais parallèlement, il y a aussi une augmentation du nombre de détenus, parce qu'il y a des peines d'emprisonnement plus longues pour plus de types de délits dans la loi. Et donc ça entraîne une sorte de cercle vicieux, en quelque sorte, qui fait qu'on s'est toujours maintenu autour de 100% de densité carcérale. Et la deuxième raison, c'est que les promesses de plans successifs immobiliers, des places de prison de nombreux ministères de la justice, n'ont quasiment jamais été tenues. En fait, chacun veut lancer son propre plan prison, même si d'autres sont déjà en cours et ne sont pas encore terminés. Tu as des exemples de tous ces plans prison qui n'ont pas abouti ? Si on devait le résumer, c'est souvent 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Par exemple, en 1987, on peut citer le plan Albin Chalandon, qui annonce la création de 25 000 places. En 89, 2 ans plus tard, c'est revu à la baisse avec finalement 13 000 places.
Et au final, seules 11 000 places seront construites. On peut aussi citer le plan 13 200 qui a été lancé par Dominique Perben en 2002, pour lequel les délais ont été significativement rallongés. Je suis engagé dans un programme très important, mais qui ne portera ses fruits que d'ici 2 à 3 ans pour les premières prisons. Et deuxièmement, il faut avoir une action dans l'immédiat. Donc nous recherchons des places, nous essayons d'aménager les conditions de vie et les conditions de travail des surveillants. Au total, entre 88 et 2016, 33 000 nouvelles places de détention ont été annoncées. Seulement 28 000 places sur ces 33 000 ont été réellement construites, avec des délais quasiment toujours rallongés. Donc en bref, en fait, tous les plans successifs connaissent la même destinée, et le plan 15 000, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, n'a pas échappé à cette règle pour le moment. Sur les 7 000 places qui auraient dû être livrées d'ici la fin de l'année 2022, seules 2 441 précisément avaient été construites, dont un certain nombre relevaient justement de programmes de construction qui étaient annoncés en 2012 ou en 2014, d'après un rapport d'information qui a été publié en 2023. Et comment on explique que tous ces plans prennent toujours du retard ou finissent carrément par être un échec ? D'abord, il y a évidemment la question de l'effet d'annonce. Annoncer de nouvelles places de prison, c'est un outil de communication politique. En arrivant au ministère, chacun veut lancer son propre plan et donne souvent des chiffres trop ambitieux. Et d'ailleurs, on se retrouve avec une sorte de millefeuille où il devient un peu compliqué de savoir quelles places appartiennent à quel projet. On a un peu du mal à retrouver ces petits dans tous ces plans successifs. Ensuite, construire des places de prison, ça prend du temps, 10 ans en moyenne, selon différents rapports. C'est des procédures administratives qui sont complexes, il y a des normes très exigeantes, il est difficile de trouver des terrains pour construire, parce qu'il y a des règles environnementales, des règles d'urbanisme à respecter. Et il peut aussi y avoir des oppositions locales de mairies, d'agriculteurs, de riverains, comme ça a été le cas dans beaucoup de communes. On peut prendre l'exemple de Muret, en Haute-Garonne. Le site retenu pour la construction de la prison se trouvait sur une zone agricole protégée qui était traversée par un canal d'irrigation. Donc il y a eu plusieurs oppositions pendant 10 ans. Et finalement, la prison devrait bientôt voir le jour parce qu'elle a été imposée par un décret préfectoral. Enfin, il y a aussi une question budgétaire, évidemment, dans ces plans. Par exemple, le rapport de 2023 que je vous citais tout à l'heure sur la planification de la construction des prisons indique que les coûts du programme 15 000 sont en forte augmentation par rapport à la prévision initiale. Et ce rapport évoque aussi d'ailleurs la question des partenariats publics-privés. Les partenariats publics-privés, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, une série de lois depuis 1987 autorise de confier en fait à des acteurs privés la construction, l'entretien et la maintenance d'un établissement pénitentiaire, et aussi la réalisation des services à la personne à l'intérieur. Ça permet à l'État d'échelonner ses investissements en versant un loyer en fait aux titulaires du marché. Mais la Cour des comptes, dès 2011, s'est inquiétée de cette méthode à cause de la forte croissance des loyers qui empêche parfois d'autres dépenses dans l'administration pénitentiaire. On parle de 200 millions d'euros de loyers en moyenne chaque année, d'après le rapport parlementaire de Patrick Hetzel. Les plans immobiliers se succèdent donc et aboutissent souvent au même résultat, mais pendant ce temps, les conditions de détention continuent à se dégrader. Donc Charlotte, on a parlé de différents plans pour les places de prison, mais je voudrais ajouter une loi qui me paraît intéressante. Je t'en prie, et de quand elle date ? C'est une loi qui date de 1875 sur le régime des prisons départementales. Elle pose le principe d'un seul détenu par cellule dans les prisons, parce que dans la vision encore très religieuse de l'époque, en fait, l'idée c'était de se recueillir sur soi-même pour retrouver le droit chemin, etc. Tu dois t'en douter, la loi n'est pas respectée aujourd'hui et des moratoires successifs ont permis de repousser sans cesse son application. Aujourd'hui, la norme, c'est d'être à 2 ou 3, voire plus de détenus par cellule, avec donc des matelas au sol. Forcément, ça pose des problèmes de violence, mais aussi de dignité, parce qu'on parle de toilettes au milieu d'une pièce, de douches pas fermées parfois. Il y a aussi des problèmes d'hygiène, des problèmes de santé, à la fois physique et mentale, puisque le personnel prévu est en fait prévu pour le nombre théorique de détenus. Il y a des problèmes de chauffage, d'isolation, etc. Ce sont d'ailleurs des conditions détaillées très précisément
seulement il y a quelques mois par Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Ce que je vois dans les prisons, c'est des détenus qui vous montrent leurs bras couverts de morsures, de punaises. Il y a des cafards qui rongent les fils des téléphones, qui sortent des frigos. Il y a des 3800 matelas par terre. Il y a des hommes entassés dans 9 mètres carrés à 3, 22 heures sur 24. Et mis à part cette loi de 1875, est-ce que les conditions de détention sont encadrées par des textes de loi ? Oui, il y a notamment des normes européennes très précises qui garantissent des conditions dignes de détention. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que la France a plusieurs fois été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. La France, patrie des droits de l'homme, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. L'émanation judiciaire du Conseil de l'Europe déplore la surpopulation dans les prisons françaises, mais pas seulement. Elle pointe aussi les conditions de détention dans certains établissements. On a par exemple en 2013 une condamnation de cette Cour européenne des droits de l'homme à cause de la vétusté des locaux et de la surpopulation de la prison de Nancy. Et en 2020, une seconde condamnation à cause du manque d'espace personnel pour les détenus dans 6 établissements français. Malgré ce droit européen, les détenus, il faut le rappeler, déposent très peu de recours. Ce que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté décrit dans son rapport annuel, que je vous lis. Les détenus ignorent souvent les recours qui leur sont ouverts, puisqu'aucune information utile à cet égard n'est en général diffusée. Et quand les détenus sont informés de l'existence du recours institué par le Code de procédure pénale, ils font état de leur réticence à en faire usage, car ils craignent par-dessus tout le transfert vers un autre établissement. Toute cette situation crée de gros enjeux de santé physique et de santé mentale. Est-ce qu'on a justement des données sur la santé mentale des détenus ? Et oui, il y a une étude qui a été réalisée en 2022 sur le sujet en France et qui montre que 67% des prisonniers interrogés présentent au moins un trouble psychiatrique ou un trouble lié à une substance à leur sortie de prison. 1/3 des hommes et la moitié des femmes souffrent de troubles anxieux ou de l'humeur. Et pourtant, seulement 22% déclarent avoir eu un rendez-vous prévu avec un professionnel de santé mentale à leur sortie. Et ces troubles, ils sont directement liés aux conditions de détention. Le rapport explique qu'effectivement, les conditions peuvent créer ou aggraver des troubles qui étaient déjà existants. Mais il y a aussi un problème de suivi avec, encore une fois, un manque de personnel, alors même que les détenus sont beaucoup plus nombreux que le reste de la population à avoir des traumatismes dans l'enfance. Alors, face à ces conditions de détention qui continuent à se dégrader, le gouvernement veut apporter des réponses pour désengorger les prisons françaises. Depuis sa prise de fonction, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, multiplie les déclarations autour des prisons et il met sur la table des solutions nouvelles pour lutter contre la surpopulation, notamment l'expulsion des détenus étrangers. 19 000 étrangers actuellement incarcérés en France, soit 24,5% des détenus. Le ministre de la Justice entend simplifier leurs expulsions. C'est le sens d'une circulaire révélée hier dans le journal du dimanche. Mais Céline, est-ce que c'est une mesure réalisable ? Il faut distinguer plusieurs cas. Dans le cas d'expulsion de détenus vers des pays membres de l'Union européenne, qui représentent environ 16% des détenus étrangers aujourd'hui, il existe une décision cadre de 2008 qui permet de transférer des ressortissants détenus à condition que le pays accepte le retour. Mais c'est une décision cadre, c'est-à-dire que c'est une ligne de conduite. Les États membres ne sont pas obligés de les appliquer, ils ne vont pas forcément être sanctionnés s'ils ne le font pas. Et dans le cas des détenus hors Union européenne, dont on parle beaucoup, aujourd'hui la loi française prévoit une libération conditionnelle expulsion, c'est-à-dire que pour les personnes étrangères qui ont purgé au moins la moitié de leur peine, elles peuvent être libérées si elles quittent le territoire français. Mais pour le mettre en application, il faudra des accords bilatéraux avec chaque État. Et souvent, les accords demandent le consentement des détenus. Par exemple, avec l'Algérie, dont on a beaucoup parlé récemment, ça risque d'être impossible de renvoyer les détenus, vu les tensions diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie. Alors qu'il y a aujourd'hui environ 4000 détenus de nationalité algérienne dans les prisons françaises, soit 20% des détenus étrangers. Gérald Darmanin a aussi évoqué une autre possibilité, celle de louer des places de prison à l'étranger. Il y a des pays autour de nous qui font encore plus ferme, et je vais étudier cette possibilité. C'est d'avoir un pays tiers où les personnes qui sont étrangères en détention font leur peine. Par exemple, aujourd'hui, le Danemark le fait avec le Kosovo. Oui, alors figure-toi que c'est quelque chose qui n'est pas inédit. En 2010, donc il y a 15 ans, c'est la Belgique qui a été le premier pays à le faire en louant des places de prison aux Pays-Bas.
Et en fait, de 2010 à 2016, le pays a débloqué 300 millions d'euros pour y transférer jusqu'à 650 détenus, selon nos confrères belges de la RTBF. Cette pratique s'est appuyée sur la directive européenne de 2008 qu'on évoquait tout à l'heure. À l'origine, cette directive a été créée pour renvoyer en prison dans leur état d'origine les détenus dans une volonté de réinsertion. Le texte précise d'ailleurs, je vous le lis, l'exécution de la condamnation dans l'état d'exécution devrait accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée. En précisant qu'il faut prendre en compte l'attachement de la personne à l'État et ses liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques. Sauf que pour un professeur de droit que j'interrogeais sur ce sujet, cette directive a été un peu détournée de son but initial. Il évoque même une logique de management de stock. Et donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Il y a un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants de juin 2012 qui parle des difficultés de réinsertion des prisonniers à cause de ce système. Parce qu'en fait, il y a un non-respect de leur consentement au moment des transferts et également parce qu'ils voient moins leur famille. Ça pose des questions de droits humains et de dignité, mais aussi des questions d'efficacité. Il y a un coût important qui est lié à l'allocation de places et au transfert, mais on sait que pour Gérald Darmanin, ce sont aussi des propositions très politiques. Il y a une volonté de brouiller les frontières entre la lutte contre la délinquance et la lutte contre l'immigration. C'est un peu la même nature que la proposition de Laurent Wauquiez d'envoyer les délinquants étrangers à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous prenez ces OQTF dangereux et vous les mettez face à un choix qui est très clair. C'est soit vous rentrez chez vous, soit vous partez à Saint-Pierre-et-Miquelon à 4000 km de la métropole. Première étape, soit vous rentrez chez vous, soit c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Pas la France, c'est fini, pas la métropole. 146 jours de pluie, vous dites, et de neige. Oui, parce que c'est à côté des côtes canadiennes. 5 degrés. Oui, tout au long de l'année. Il fait froid. Je vous le confirme. Céline, je voulais évoquer une dernière proposition de Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux veut construire des prisons modulaires. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Ce sont des prisons en préfabriqué, qui sont fabriquées en usine. Gérald Darmanin voudrait y accueillir les détenus jugés les moins dangereux. Une première prison devrait voir le jour à l'automne 2026 à 3, avec 50 détenus. Au total, il a un objectif de 3000 places d'ici 2028, ce qui n'est pas négligeable. Ça permet de créer des places de prison en fait plus rapidement, à moindre coût. Gérald Darmanin est d'ailleurs allé voir en Allemagne et au Royaume-Uni ce qui se passait, puisque ce type d'installation y existe déjà. Une place de prison classique, c'est 400 000 € pièce, la place, et une prison construite dans une usine comme celle-ci, c'est à peu près 200 000 €. Au Royaume-Uni, il y a eu beaucoup de critiques sur ces prisons qui sont considérées comme vétustes, mal isolées et bruyantes. C'est pas le cas en Allemagne, il y a eu moins de critiques en Allemagne sur ce sujet. Gérald Darmanin, lui, vante le fait que ça permettrait d'aller plus vite pour atteindre le fameux objectif 15 000 nouvelles places de prison voulu par Emmanuel Macron. Céline, toutes ces propositions visent donc à trouver de nouvelles places de prison. Ça veut dire que la solution de diminuer le nombre de prisonniers n'est pas du tout envisagée ? Non, et c'est d'ailleurs ce qui est régulièrement critiqué par plusieurs acteurs, notamment par Dominique Simonnot, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. On peut parler d'un rapport très récent qui est publié le 10 mai dernier, qui a été commandé par l'ancien ministre de la Justice, Didier Migaud. Ce rapport décrit un état d'urgence et recommande une réduction de peine exceptionnelle pour tous les détenus, sauf certaines exceptions, comme ce qui avait été fait au moment du Covid. Ce mécanisme de régulation carcérale est en revanche totalement exclu par Gérald Darmanin, qui estime que les Français n'y sont pas favorables. On voit que le choix de la politique pénale en France est aujourd'hui une politique répressive, avec des enfermements massifs, même pour les courtes peines. Certaines voix voudraient au contraire favoriser les aménagements de peine. Ça, c'est vraiment une question politique, c'est un débat politique, tout simplement. Ensemble, on a analysé beaucoup de mesures annoncées par Gérald Darmanin sur les prisons, mais il y en a une qu'on n'a pas encore évoquée, la création d'établissements de haute sécurité pour les plus grands narcotrafiquants. Mais ça, c'est le sujet de demain et ce sera toujours avec toi, Céline. À demain. Pour retrouver tous les articles de Céline Delbecq sur le système carcéral, rendez-vous sur notre site l'express.fr. C'est là aussi, chers auditeurs, que vous pouvez écouter tous les podcasts de La Loupe. Nos épisodes sont également disponibles sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Prison à la peine est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa, réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot.